Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres ? Comment ne pas vivre notre vie en pilotage automatique ? Je suis Jean-Marc Phelippot, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques, fondateur du réseau de coach Aden Coaching. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de leur propre singularité et de la vie bonne pour elles-mêmes ou qui accompagnent leurs semblables dans une telle recherche. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Eh ben ça y est, c'est parti. Dis donc, je suis super ému depuis des mois que j'en parle de mon podcast. Ça y est, me voilà devant l'objet. Et donc pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Casabianca. Bonjour Lauriane. Bonjour Jean-Marc. Ah, ça fait bizarre de parler dans le micro quand même. Hein. Bon, ça fait bizarre. Écoute, ouais. on devrait y arriver. Alors pour ce tout premier numéro de Décalage, j'ai pensé à toi. Et pourquoi j'ai pensé à toi ? Le mieux c'est peut-être que je te laisse te présenter. Je pense que les éléments de décalage surviendront d'eux-mêmes. Ok. Bon. Qui es-tu, Lauriane ? Qui suis-je ? On peut peut-être déjà dire qu'on se connaît depuis 2 ou 3 ans et qu'on a un petit peu travaillé ensemble parce que tu es à temps très partiel ou partiel coach. À temps partiel, oui. Mon autre temps partiel, c'est la gestalt thérapie. Donc je suis coach, je suis gestalt thérapeute. Voilà, c'est mes 2 activités professionnelles principales. J'enseigne aussi à l'Académie du coaching. Voilà, où je suis enseignante dans l'équipe. Et puis, j'écris aussi un petit peu. J'écris un peu des articles et puis je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment, donc ça prend aussi pas mal de temps, tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie que je raconte qui illustre ces décalages, toi, peut-être déjà parler de ton propre parcours, c'est-à-dire que est-ce que tout ça a été parfaitement linéaire ? Très linéaire, tu es tombée dans la gestalt quand tu étais petite, ouais, tel Obélix dans la potion magique, ou comment devient-on gestalt thérapeute et coach quand on a ton parcours ? C'est-à-dire, je crois qu'au départ, tu as commencé par un parcours plutôt de lettres. Ouais, j'ai commencé par la littérature, moi. C'était vraiment mon appel. Et puis, c'était là où je me sentais vraiment dans mon élément. Et j'avais très envie de travailler dans les livres. J'avais très envie d'être dans l'édition. Et puis, c'est un monde que j'ai découvert en y travaillant et dans lequel, finalement, je me suis pas retrouvée. Moi, j'avais très envie de travailler dans les livres parce que pour moi, c'était des objets auquel je portais auquel je porte toujours beaucoup d'amour. Et j'aimais pas la façon dont on traitait les livres dans le monde de l'édition. Et du coup, j'ai déchanté de ça. Et je suis pas sûre que ce morceau-là, tu vas le garder. Mais enfin, anyway. Et pourquoi je le garderais pas ? Parce qu'on traitait les livres comme des yaourts ? Ouais, c'est ça. Je sais pas comment tu vas faire avec ça. Mais en tout cas, j'ai cherché un peu mon chemin. Puisque j'ai été quelques années consultante aussi. Où je faisais de la conduite du changement. Et puis en fait, je m'occupais surtout des entreprises à ce moment-là. Moi, j'avais surtout envie de m'occuper des gens. Et c'était pas ça vraiment qui se passait, en fait, dans mon travail. Et puis j'ai fait aussi, j'ai travaillé dans des structures de formation pour adultes, et notamment dans des grosses structures, y compris dans des universités d'entreprise. Et dans tous ces cas-là, je trouvais que je m'intéressais trop à ce qui était macro et pas à ce qui concernait vraiment l'individu. Voilà. Et donc, finalement, de fil en aiguille, je me suis aperçue que ce qui ferait vraiment sens pour moi, ce serait d'accompagner les gens. Et du coup, de commencer à travailler en tant que coach. Donc, je me suis formée à l'Académie du coaching, où j'enseigne maintenant. Et puis au fil de mes coachings, moi, j'avais beaucoup de situations
qui étaient des situations plutôt thérapeutiques qui m'étaient apportées, dans lesquelles j'avais très envie de m'investir et d'accompagner les gens. Et du coup, je me suis formée à la Gestalt thérapie pour avoir cette autre forme d'accompagnement aussi, voilà, qui était possible. Donc, chercher son chemin, c'est un premier signe de bonne santé finalement. Ce que tu racontes, c'est passer derrière les apparences. Ah ben en fait, l'édition, je pensais que c'était ça, mais en fait, ils vendent des livres comme d'autres vendent du yaourt. Et puis pareil, le conseil, je pensais que c'était pour s'occuper des gens, et puis en fait, c'est pour s'occuper d'un business case, d'un PNL. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, finalement. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être au bon endroit, en fait. D'avoir trouvé ce qui me convient vraiment. Et donc, la première ligne que j'ai donnée à la présentation de mon podcast de Décalage, c'est « Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres ?» Et peut-être qu'on peut commencer par là, c'est dire finalement, et je pense que ça peut aussi bien dans le champ de la thérapie que dans le champ du coaching, c'est en quoi cette question, elle s'invite finalement dans tes séances, dans les personnes que tu rencontres, comment ça se manifeste concrètement, finalement, ça veut dire quoi être libre, et comment puis-je être libre si je me suis mis moi-même dans une case. Déjà, cette question, elle me parle à moi. Dans mon parcours à moi, ça a été important, cette quête de liberté-là, et de sortir du paradigme. J'ai une de mes clientes qui appelle ça le paradigme du bon point. Je trouve ça très joli. Du bon élève. Oui, c'est ça. Paradigme du bon élève qui suit le petit chemin qu'on lui a tracé. Voilà. Donc c'est une question qui me parle à moi parce que c'est un chemin que j'ai fait. Et puis souvent c'est enfin, en tout cas dans les personnes que moi j'accompagne arrivent souvent avec ces questions-là, ces questions de sens au moment où justement on se rend compte qu'on a suivi un chemin qui était déjà tout tracé, qui avait été prédéfini peut-être pour nous sans même qu'on s'en aperçoive, et du coup quelque chose de l'ordre un petit peu comme si on se retournait et qu'on se disait mais qu'est-ce que je fais là en fait, très exactement, et du coup ce besoin de vraiment aller chercher pourquoi est-ce qu'on a fait ce chemin, tiens, comment est-ce qu'on pourrait peut-être faire autrement, et de quoi est-ce qu'on aurait vraiment envie, quoi. Ouais. Et alors, ça me fait penser à ce que certains appellent la midlife crisis, ou la transition du milieu de vie. Tu vois ça à tout âge, ou comment ça se présente parmi tes clients? Eh ben, je dirais que jusqu'à maintenant, je le voyais plus en midlife, justement. Des gens qui étaient autour d'une quarantaine, entre 40 et 50 ans. Et là, je le vois aussi chez des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Et je trouve ça très rassurant. C'est plutôt une bonne nouvelle. On se pose de bonnes questions plutôt qu'il y a 20 ans. C'est ça. Qu'auparavant. Oui. Et je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions-là avant de justement avoir passé 20 ans. Parce que tu vois certainement, parce que je pense que l'échantillon, alors forcément toujours non représentatif de la population française, mais des personnes que tu accompagnes, je pense que c'est quand même plus large que le mien, parce que moi déjà je fais que du coaching, je fais pas de thérapie, et je suis plutôt sur une cible de dirigeants, donc plutôt des gens qui socialement en général réussissent ou ont réussi, et j'ai l'impression qu'en fait plus on réussit, plus le piège c'est qu'on se pose ces questions-là tard, c'est-à-dire que lorsque finalement tous les 2 ans on vient te chercher pour te promouvoir, ou pour te augmenter tes responsabilités, ou que tu es très reconnu, puis que tu gagnes très bien ta vie, puis que tu as une position sociale très avantageuse, ça invite pas à se remettre en question. C'est-à-dire que d'ailleurs souvent les midlife crisis,
c'est en général souvent suite à un accident de parcours, licenciement, divorce, maladie ou autre. Ouais. Mais là, ce que tu dis, c'est que toi, alors peut-être plutôt dans le champ thérapeutique, tu vois des jeunes, en fait, qui se posent ces questions-là à 30 ans, à 25 ans. Oui, et qui même se les posent en sortant d'école. Qui se demandent, ok, ben maintenant que je suis sortie alors ça peut être qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, dans quel domaine j'ai vraiment envie de travailler, où est-ce que ça va vraiment avoir du sens pour moi. Et je me rends compte aussi que c'est des questions auxquelles ils sont pas du tout préparés. C'est pas du tout des choses auxquelles ils ont réfléchi avant. C'est pas des choses des questions qu'on t'invite à te poser à l'école. Voilà. Ouais, je me souviens, je pense pas que c'est beaucoup changé depuis, mais quand j'étais au lycée, ce qui ne nous rajeunit pas, ça fait quelques années, mais ceux qui allaient voir ce qui s'appelait à l'époque... Oh, les conseillères d'orientation. Un conseiller d'orientation, oui. C'était ceux qui étaient en échec scolaire. Oui. C'est-à-dire que si tu gazais bien, si tu avais des bonnes notes... T'avais pas besoin de la conseillère d'orientation. Si tu étais en tête de classe, il était urgent que tu ne te poses surtout pas la question de ce que tu voulais faire de ta vie. La réponse, c'était va tout droit. Alors après, va tout droit, selon les lycées ou les familles, ça va être Hippocagne ou Mathsup ou prépa HEC ou droit ou médecine ou autre chose. Mais il y a un chemin par défaut. Oui. Le chemin par défaut, c'est ce que tu disais tout à l'heure du mimétisme, et de ce carcan dans lequel, en fait, on se met, et que j'ai suivi aussi. Moi, j'ai fait une Hippocagne, de Cagne, une grande école de commerce. Tout ça, c'est des choses que j'ai faites parce que c'était le chemin, tout simplement. Il y avait pas tellement de questions à se poser autour de tout ça. Et ce qu'on se disait quand on avait eu cette conversation là pour préparer cet épisode autour de comment est-ce que finalement on a introjecté toutes ces règles là, ça participe aussi beaucoup de arriver à cette situation là où finalement on se retourne et on se dit mais pourquoi j'ai fait ça moi? Voilà. Par peur. Certainement aussi. En tout cas pour ce qui me concerne, si je revois ma propre histoire, c'est par peur. Par peur de ne pas savoir qui je suis ou de n'être rien ou de ne plus être aimé, de ne plus être accepté. Enfin, j'ai l'impression que les moteurs en général ils sont aussi simples que ça, ou un besoin de sécurité un peu illusoire, comme si ça nous mettait à l'abri de quoi que ce soit, d'avoir un beau diplôme et un beau salaire. Et donc finalement ce qu'on est en train de dire, c'est que les personnes qui viennent te voir en thérapie et peut-être aussi en coaching, elles viennent avec des questions existentielles, qui sont... ça me fait penser aux questions existentielles posées par Irving Yalom dans son bouquin Thérapie existentielle, où il dit que finalement toutes les peurs de l'être humain se ramènent à 4. Oui. Donc il y a la peur de la mort, la peur de la solitude ou de l'abandon, et puis les deux autres, c'est il me semble celle dont on est en train de parler maintenant. C'est l'angoisse devant l'absence de sens, ce que tu disais finalement, à quoi bon, pourquoi j'ai fait ça, y a-t-il quelque chose d'autre, et puis finalement je sais plus comment il le dit exactement, mais ce que j'en retiens, c'est l'angoisse devant sa propre liberté. Qu'est-ce que j'en fais finalement, c'est-à-dire que l'angoisse des possibles. L'angoisse des possibles, le champ des possibles est infini, et j'ai peur. Oui. C'est-à-dire qu'autant les patients de Freud en 1900, ils venaient le voir parce qu'ils étaient dans un carcan pas possible, puritains et autres, que tout leur était interdit, qu'ils refoulaient tout et que forcément à un moment donné ça se passait mal, qu'ils en tombaient malades. Autant nous finalement on serait passé à l'extrême inverse, c'est-à-dire que il y a plus de contraintes extérieures. Par contre on est très doué pour s'en mettre nous-mêmes. Oui, des contraintes qu'on a, comme je disais tout à l'heure, qu'on a introjectées. Ça c'est du vocabulaire de gestaltiste, je t'ai reconnu. Ce que tu disais autour de ces sujets-là, de la mort, de la solitude, etc. Effectivement, ça c'est des choses qui se traitent beaucoup plus en thérapie. Maintenant, autour de ces angoisses-là, qui sont l'angoisse de qu'est-ce que je fais de cette absence de sens et puis de cette liberté-là, c'est aussi des choses, alors ça se traite aussi en thérapie, mais c'est aussi souvent l'objet de ces coachings-là, qu'on a nommé coaching existentiel quand on en a parlé ensemble. Mais oui, c'est très fréquent.
Et la couleur de Gestalt thérapie que j'amène moi dans les coachings se prête bien à ça aussi, à traiter ce genre de choses-là. D'accord. En quoi est-ce que tu peux expliquer en quoi est-ce que la Gestalt thérapie permet d'aller voir ces questions de plus près ou les explorer, ou comment ça se passe concrètement? Alors attends, comment je vais te dire ça en quelques mots. La Gestalt, c'est une approche qui permet de s'intéresser beaucoup plus au comment qu'au pourquoi. De sorte que on peut aller regarder très précisément qu'est-ce qui est en train de se passer entre toi et moi dans la relation en ce moment, qui va nous permettre de faire des ajustements autour de quelque chose qui pourrait être nouveau en fait. Dans cette optique-là, je m'appuie énormément sur ce que moi je ressens en séance avec les patients, et donc avec les clients aussi. Et ça se met facilement au service de la situation. C'est-à-dire, tiens, je me rends compte que je ressens quelque chose de très coincé là dans mon corps. Ça doit parler de ce qui se passe en ce moment dans la situation là. Ça doit être coincé quelque part. Donc j'essaye de regarder, tiens, moi cette situation-là, quand vous m'en parlez, ça me fait quelque chose de coincé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, comment ça vous fait quand je pose ce mot-là? Et puis parfois ça résonne, alors parfois pas, hein, je fais des hypothèses, mais voilà, d'apporter ce que moi je sens là-dedans et d'aller les interroger sur ce qui se passe pour eux, ça permet d'aller à des endroits où on n'est pas seulement dans le cerveau, quoi. Voilà. On est dans l'expérience, dans l'expérience de l'ici et maintenant. Et donc par exemple, tiens, si c'est coincé, c'est que peut-être parce que il y a ton client ou moi qui sont en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de penser de moi là, est-ce que ce que je lui amène comme problème c'est ok, ou est-ce que je suis normal? Peut-être qu'elle va penser que je suis gravement malade, voire complètement cinglé. Elle est en train de me juger certainement, donc il faut que je me tienne droit. Je rigole pas. Zut, c'est raté. Et ça peut mener à tout ça, oui. D'accord. Donc tu pars en fait de la séance pour explorer, et finalement ça t'amène sur ces questions a priori philosophico-existentielles de qu'est-ce qui donne du sens à ma vie et qu'est-ce que je fais de cette extraordinaire liberté qui s'offre à moi, parce que bon, on a quand même plutôt le chance de vivre à une époque où le champ des possibles est, au moins en théorie, très ouvert. Oui. Oui. Alors tout en n'oubliant pas, puisqu'on est en coaching, puisque là on parle de coaching ensemble, en n'oubliant pas qu'en coaching on a un contrat. Hein. Donc, oui, après on parle de coaching ou de thérapie, ou pour moi les coachs là, dans ce qu'on est en train de dire, hein, le coaching et la thérapie, c'est juste deux façons de rentrer en lien avec des êtres humains, avec nos semblables, et de voir ce qui les amène. Hein. Je pense que ces questions existentielles, elles peuvent survenir en thérapie, et moi je peux les avoir aussi en coaching de dirigeants, où pourtant c'est l'entreprise qui me paye, et on pourrait considérer que ça n'a rien à voir dans les préoccupations de l'entreprise, sauf qu'en fait si. C'est-à-dire que si une personne clé de l'entreprise est en train de se poser des questions existentielles sur qu'est-ce que je fais là, à quoi bon, et y a-t-il quelque chose d'autre, à terme ça va pas être très bon pour son engagement, pour l'engagement et la performance de cette personne, et qu'à la limite vaut mieux que ces questions elle se les pose vraiment, et puis que si la réponse c'est je n'ai plus rien à faire ici, il faut que je parte, il vaut peut-être mieux qu'elle le sache. Il vaut peut-être mieux pour elle-même et pour l'entreprise, pour son employeur, qu'elle le sache qu'elle le mette toujours, dans 3 mois ou dans 6 mois plutôt que dans 5 ans. C'est peut-être mieux pour tout le monde, en fait finalement. Et ce à quoi ça m'amène en t'écoutant là, c'est à quel point ça peut être inquiétant d'aller vers ce genre de questions-là. Et je me disais, tiens, en fait, probablement que les gens qui nous écoutent, ils doivent se demander, oui, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on aborde ce genre de questions, quand on commence à soulever le capot là? Qu'est-ce que je vais trouver en dessous? Ouais. Est-ce que j'ose le soulever déjà? Est-ce que j'ose le soulever? Qu'est-ce qui risque de se passer
Qu'est-ce que tu observes chez les personnes que tu accompagnes, que ce soit en thérapie ou en coaching, au moment où tu abordes ce travail, comment ça se passe? Quels sont les freins ou les questions? Déjà, ceux qui viennent, ils ont déjà décidé d'ouvrir le capot. Ils viennent parce qu'ils ont déjà pris la décision. Et ça fait partie des choses qui les mettent en mouvement, pour de vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils prennent rendez-vous avec toi, ils ont déjà fait un pas qui est super important, qui est de prendre la décision de regarder ce qui est en train de se passer, quoi. Et du coup, d'aller travailler. Voilà, donc ça déjà, pour moi, ça c'est déjà essentiel, quoi. D'accord. Ils n'ont pas besoin d'incitation ou s'ils viennent te voir, c'est déjà parce que c'est devenu, peut-être pas insupportable, ou peut-être insupportable, de rester seul avec ce questionnement-là et avec cette vie qui est peut-être devenue quoi, ennuyeuse? C'est de l'ennui, c'est de la souffrance? Ça peut être de l'ennui, ça peut être de la souffrance, ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de « je sais que j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais absolument pas quoi ». Je vois bien que la situation ne me convient pas, pour telle et telle et telle raison, mais alors qu'est-ce que je vais faire d'autre? Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des... J'imagine évidemment que chaque cas est différent, mais est-ce qu'il y a des, je sais pas si c'est des patterns ou des schémas que tu constates dans la façon de travailler avec les personnes que tu accompagnes, des étapes peut-être, pour les aider à arriver vers quelque chose de nouveau, quoi que ce soit? Alors, c'est jamais la même chose, bien sûr, puisque déjà, d'abord, chaque personne est différente, et j'applique jamais de méthode, en fait. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, je pars de ce qui se passe en séance, de ce que la personne amène dans la séance, et non pas de schéma prédéfini que je pourrais avoir en tête. Mais c'est vrai que dans un travail de coaching, par exemple, on passe par certains moments où on va aller travailler sur... si on est en train de chercher, par exemple, qu'est-ce que je vais faire en fait moi dans mon prochain job, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, on va aller travailler sur ses talents, ses compétences, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas du tout aimé dans ma vie, et est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Voilà. Donc on peut passer par toutes ces étapes-là, sans ordre d'ailleurs particulier. Il y a des fois où ça s'invite tout seul dans la séance, des moments où en fait finalement ça coule de source d'aller travailler ça ensemble, et ça peut se faire aussi en dehors des séances. C'est-à-dire qu'il peut arriver que, j'imagine que tu as la même expérience aussi, que un mot lancé comme ça dans la séance puisse provoquer un désir chez le client ou chez le patient d'aller investiguer des choses en dehors de la séance, et puis qu'ils reviennent la fois suivante avec j'ai pensé à ça et du coup j'ai engagé tel processus. Oui, sachant qu'en plus, en général, le mot qui fait écho chez les personnes qu'on accompagne n'est jamais celui dont on se souvient. Jamais. Jamais celui dont on pensait qu'il aurait peut-être de l'effet. C'est toujours assez mystérieux et miraculeux. Après, encore une fois, je pense qu'on accompagne peut-être des personnes différentes. Moi, ce que j'ai souvent, en tout cas au début de ce travail, de ce genre de travail un peu existentiel sur qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie finalement, une peur autour de la sécurité, ou peut-être une peur aussi de ne plus savoir qui on est, ou de l'effondrement. C'est ce que j'appelle, c'est sans doute pas de moi, mais le syndrome de la prison dorée. Vous comprenez, j'ai une bonne situation avec 3 accents circonflexes sur le A de situation, un bon salaire, et puis j'ai des emprunts à rembourser, des enfants dont il faut payer les études, etc., etc. Donc
souvent, au début, moi j'ai une sorte de blocage sur je souffre ou je m'ennuie ou tout ça n'a plus de sens, tout ça est desséché et puis et en même temps je suis coincé, je me sens coincé. Je n'ai pas le choix, c'est-à-dire que j'ai y compris des personnes dont les revenus sont dans le premier centile, voire le 0,1 premier centile des revenus des Français, et qui disent qu'en fait ils n'ont pas le choix, qu'ils sont coincés, qu'ils sont prisonniers, finalement prisonniers de leur statut quelque part, de leur fric. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu rencontres aussi. Alors moins, puisque c'est moins ce genre de cas-là. Quelque chose de l'ordre de l'emprisonnement, je le rencontre aussi, mais c'est pas forcément tout à fait la façon dont tu le dis là. C'est de l'emprisonnement à une forme de loyauté aussi, plutôt, moi, que je vois. Une forme de loyauté à ce qu'on a déjà fait. Tu sais, un peu comme l'escalade d'engagement. J'aurais quand même pas fait tout ça pour rien. Toutes ces études, toutes ces années en entreprise, etc. Je vais quand même pas tout jeter par-dessus les moulins. Donc il y a cette loyauté-là, puis il y a cette loyauté aussi à la forme de vie qu'on a déjà adoptée. Bah oui, mais alors changer, ça voudrait dire que. Et ça fait effectivement, ça fait peur. Et avant de pouvoir envisager vraiment autre chose, il y a un certain temps qui est nécessaire à déconstruire aussi ce qu'on a mis si longtemps à construire. Et alors, au-delà de partir de ce qui émerge en séance, de ce qui fait forme, comme vous dites, je crois, les gestaltistes, est-ce que tu as des méthodes ou des façons de faire pour accélérer une sorte d'émergence ou de quelque chose d'autre, en fait? Parce que, comme tu dis, la personne vient te voir et dit, bon, ma vie ne me convient plus, et en même temps, je vois pas du tout, je vois pas bien ce que je pourrais faire d'autre, et a fortiori, comment m'y prendre. Bah, alors, tu parlais d'accélérer, et ben moi je parle de ralentir. C'est-à-dire que justement, ce qui me semble hyper important dans ces moments de travail-là, c'est de sortir complètement du rythme habituel avec le petit hamster qui court dans sa roue et qui n'a jamais le temps en fait de s'arrêter, de se poser, de vraiment regarder ce qui est en train de se passer autour de soi et de regarder surtout à l'intérieur de ce qui est de soi. Et donc pour moi, c'est un temps très particulier, le temps du coaching et ou le temps de la thérapie d'ailleurs. C'est un temps qui est hors du temps et dans lequel on n'a pas du tout le même rythme. Et donc moi je prends soin de ne rien accélérer surtout et de me mettre au rythme de ce qui est en train de se passer pour l'autre. Et c'est-à-dire de l'accompagner de l'endroit où il est à l'endroit où il a envie d'aller, mais si c'est à marche forcée, on va rester dans le même schéma, on va rester dans le même paradigme de il faut que je me dépêche de trouver le bon truc qui va faire que je vais enfin être heureux. Un paradigme d'efficacité et de performance, comme d'habitude. Et du coup, c'est l'idée de ralentir qui, pour moi, fait que quand le rapport au temps change, on peut rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus phénoménologique, quoi. Tu vois quand je dis ça, ce que je veux dire ? Je crois que oui, mais je veux bien que tu expliques. C'est ce moment où on est capable d'aller ensemble regarder qu'est-ce que ça nous fait très exactement, cette émotion de peur qui est là et qui fait que du coup, c'est coincé. Voilà. Et comment ça fait physiquement ? Et du coup, c'est quoi les pensées qui sont associées à ça ? Et une fois que ça s'est clarifié et qu'on a pu vraiment rentrer à l'intérieur de ce qui se passe à ce moment-là, ça permet beaucoup plus de clarté et dans le ressenti et du coup dans la réflexion, quoi. Voilà. Du coup, c'est l'espace qu'on laisse, pour moi, à ce qui émerge, qui fait que ça émerge aussi.
Et c'est la relation entre l'accompagnant et l'accompagné qui est essentielle là-dedans. Voilà. C'est comment est-ce qu'on va créer le lien avec l'autre autour de ce qui est en train de se passer pour lui et ce qui est en train de se passer entre nous, en fait. Voilà. Donc la meilleure façon d'accélérer, c'est de ralentir. Et en fait, être aussi dans l'expérience de ce qui se passe dans la relation ici et maintenant, ça évite, ça fait sortir un peu de sa tête. Eh oui. Ça fait débrancher un peu le cerveau, enfin en tout cas le néocortex calculateur et analytique. Oui, qui veut trouver une solution à tout prix. Ouais. Une solution qui marche. Alors que c'est pourtant lui qui nous a mis dans le merdier dans lequel on est, en fait. Mais j'ai pas oublié ta question de tout à l'heure. Je suis consciente d'avoir fait un détour. Hein. Mais j'aime bien, voilà, parmi les choses que j'aime bien faire, j'aime bien proposer des lectures. J'aime bien qu'elles soient des lectures existentielles ou philosophiques ou poétiques. J'aime bien m'appuyer sur ce que j'aime et ce que je connais de la littérature pour alimenter le processus à la fois de réflexion et puis de ressenti aussi. Et puis il y a des petites choses que j'aime bien faire avec les gens qui viennent me voir, parce que je trouve que ça permet de pas toujours être dans la même forme de dialogue, mais j'aime bien leur faire des arbres de vie, j'aime bien utiliser des processus de clean coaching, j'aime bien utiliser le dessin, j'aime bien les faire se mouvoir dans l'espace, j'aime bien qu'on puisse utiliser le mouvement corporel, représenter des choses dans la pièce, utiliser des Playmobil, enfin voilà, essayer de jouer un peu aussi. Ça me plaît de faire ça. Oui, finalement c'est toutes sortes de canaux cognitifs. Oui. Sauf celui qu'ils ou elles ont tendance à utiliser exclusivement d'habitude avant de venir te voir pour pour réfléchir à ces questions. Oui, c'est ça. C'est sortir des chemins, sortir des autoroutes de pensée. Et alors, est-ce qu'il y a parce que de ton point de vue, est-ce qu'il y a parce que souvent, j'ai remarqué là, il y a des sortes de clichés associés à ces questions existentielles ou ces midlife crisis. C'est ok, il avait un super job de cadre supérieur à la défense et puis pof, sur un coup de tête, il a tout plaqué. Il est devenu boulanger. Il est devenu boulanger, ou il est parti élever des chèvres dans le Larzac, ou menuisier. Enfin, souvent c'est aussi très lié à l'éloignement des fameux bullshit jobs de David Graeber. C'est ces boulots dont on ne sait pas les expliquer en 2 mots, hein. Contrairement à boulanger où en un seul mot tout de suite tout le monde comprend ce que tu fais. Par contre, quand tu bosses dans la direction informatique d'un grand groupe du CAC 40 à la Défense, en général, même en 3 paragraphes, c'est très difficile à expliquer. Si un enfant de 4 ans ne comprend pas ce que tu fais... Voilà, c'est que c'est une bonne chance d'être un bullshit job. Donc souvent, on a un peu ces archétypes-là, mais toi, qu'est-ce que tu constates ? Est-ce qu'il y a déjà un peu une durée typique de ce genre de réflexion, aussi des schémas en termes de résultats, ou de type de résultats, ou vraiment chaque cas est totalement singulier ? Pour moi, chaque cas est totalement singulier. J'accompagne des gens qui... Enfin, je peux te donner quelques exemples, tu vois, de gens que j'ai accompagnés récemment, et des gens pour qui, en fait, on a terminé le coaching en se disant, bon, bah voilà, là, ça y est, il y a quelque chose qui est complètement ficelé, et puis ça fonctionne. Et il y a, par exemple, je quitte la boîte dans laquelle je suis et je vais monter ma boîte à moi. Il y a des gens pour qui ça s'ouvre vers je vais être en formation et je vais être moi-même accompagnant. Récemment, j'ai accompagné quelqu'un comme ça qui avait cet élan-là.
Ça peut être des gens pour qui on se rend compte que finalement il y a quelque chose qui est en chemin, mais qui n'est pas encore tout à fait mûr. Et puis 6 mois après, il me rappelle en disant « ça y est, il s'est passé quelque chose. Le projet que je cherchais depuis 1 an et demi, ça y est, voilà, j'ai trouvé, c'est ça, voilà ce que je fais en ce moment, etc. » Puis c'est comme si finalement, en fait, il y avait des petites graines qui pouvaient être plantées pour la suite. Et moi, j'aime bien dire aussi que ce qu'on fait dans le processus d'accompagnement, notamment en coaching, c'est que on n'est pas forcément obligé de chercher le bon job qui, pour tout le reste de la vie, va fonctionner. Ça peut être des étapes aussi. On a le droit de réfléchir en termes d'étapes et de pas forcément se dire que dans 6 mois, j'aurai trouvé mon port d'attache pour le reste de ma carrière, quoi. Ça peut être, je vais naviguer jusqu'à ce port-là, et puis après, je pourrais peut-être lever l'ancre encore dans 2 ans et aller vers autre chose. Et peut-être que cette autre chose, il est déjà déterminé, peut-être pas encore. Oui. Et donc, c'est pas nécessairement des révolutions, ça peut être aussi, comme tu dis, des étapes ou des ajustements successifs. Des ajustements successifs. Et des fois, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, des fois c'est même juste finalement changer de regard sur ce que je fais déjà, c'est-à-dire continuer à faire à peu près la même chose, mais je vais lui donner un sens nouveau, j'ai trouvé une valeur nouvelle. Ou je vais y ajouter quelque chose. Oui, et qui n'est pas forcément flagrant, qui est peut-être, ou révolutionnaire. Ou peut-être même pas visible des autres, mais pour moi, ça y est, c'est bon, ça m'a remis sur quelque chose d'inspirant, quelque chose où je recommence à découvrir, il y a du nouveau, c'est-à-dire je suis plus dans la routine, dans l'ennui, dans la sclérose de l'excès d'ordre. J'ai mis de la nouveauté, j'ai mis du jeu. Et peut-être que j'ai pas changé de job pour autant, ou changé de vie, mais que c'est plus subtil que ça. Ce qui peut aussi aider à faire moins peur à certaines personnes. C'est-à-dire que le résultat, c'est pas forcément de tout plaquer et de se rendre compte qu'on a fait fausse route pendant 40 ans ou plus. Déjà non, c'est que ces 40 années ou ces X années, elles ont eu un sens. Sans elles, on serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Voilà, il s'agit de prolonger et pas d'effacer, de recommencer, en aucun cas. Et j'aime bien ce mot d'ajustement que tu as utilisé, puisque en Gestalt, on parle beaucoup d'ajustement créateur. Et l'idée, c'est comment est-ce que là, je vais m'ajuster à ce qui est en train de se passer dans mon environnement, dans la situation, et comment est-ce que je vais pouvoir faire du nouveau, en fait, avec ce qui est là, et comment la situation me crée, et comment moi, du coup, je crée aussi le monde en retour, d'instant en instant, finalement. Et je trouve que c'est à la fois très rassurant de le penser comme ça. Ça donne aussi cette liberté dont tu parlais tout à l'heure. Pouvoir finalement modeler les choses comme on les souhaite, quoi. Ça va quand je le dis comme ça? C'est très clair. Mais j'étais en train de penser... c'est ce que tu as dit tout à l'heure qui m'a amené à ça, c'est l'un des exercices que j'aime moi bien leur faire faire, parce qu'on a parlé des tiens, c'est demander à la personne que j'accompagne, mais finalement, quelles sont les personnes ou des personnages, ça peut être réel ou de fiction, on s'en fiche, qui vous inspirent, ou qui vous ont inspiré, ou qui vous ont marqué. Et l'idée derrière, c'est que puisqu'on a, il semblerait, on est des animaux grégaires et qu'on a tous une bonne tendance au mimétisme, alors on peut essayer de lutter contre ça en disant non, moi je n'imiterai personne, ou on peut aussi se dire, plus simplement et moins ambitieusement, changer, c'est changer de modèle. Au lieu de prendre comme modèle mon prof, mes parents, mon voisin, mes copains, et donc je vais vouloir le type de boulot qu'ils veulent, le type de vie qu'ils veulent, le type de bagnole qu'ils veulent, de vacances qu'ils veulent, etc., juste par mimétisme, c'est me rapprocher de ces personnes ou personnages, ça peut être des personnages de romans, qui m'ont inspiré,
pour finalement être plus au clair sur qu'est-ce qui me touche ou qu'est-ce qui m'a touché chez eux, en quoi ça me parle, et en quoi voilà, je pourrais, moi, dans ma vie, en quoi que ce soit, les imiter. Donc, quand on parlait d'exercice, ça vient un petit peu de René Girard, qui a énormément écrit sur le mimétisme, enfin qui expliquait quasiment tout par le mimétisme, en disant qu'en fait le désir, c'est jamais un désir pour un objet. Hein, en fait, le désir, c'est toujours un désir compétitif qui va dans le même sens que le désir de quelqu'un d'autre. En fait, je crois désirer quelque chose, non. Je désire juste la même chose que mon milieu social, ma famille, mes amis, mes collègues, mon patron, etc. Donc voilà, c'est un exercice que j'aime bien et qui comporte toujours une part d'inattendu, ce qui est un petit peu les faire chercher. Alors attends, juste pour comprendre, du coup, c'est ok si je te pose une question sur cet exercice-là ? Oh oui. Si en fait il change. Donc ce que je comprends, c'est que tu les fais réfléchir aux personnes qui ont été modèles ou qui sont modèles pour eux, et tu les invites à changer de modèle. Donc ils restent dans le mimétisme ou pas ? Non, c'est pas ça. Oui, alors oui, ils restent dans le mimétisme simplement. Au lieu d'avoir comme modèle donc mon voisin, mon beau-frère ou mon patron, ils vont avoir des modèles qu'ils vont avoir choisis délibérément. D'accord. Voilà. Mais je suis pas tout à fait d'accord, si moi. la personne qui t'a le plus marqué dans ta vie, peut-être quand tu étais plutôt adolescente, c'est le comte de Monte Cristo, qu'est-ce que le comte de Monte Cristo ferait à ta place ? Alors ça peut amener des trucs complètement loufoques, mais puis en fait 2 semaines après on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a germé et puis qu'il y a une idée. C'est une autre façon de faire du télescopage finalement. Ah oui, d'accord. Comme tu peux le faire, ou je peux le faire aussi avec du dessin, avec des mouvements dans l'espace, ou avec d'autres décalages, parce que là finalement on est aussi dans du décalage, mais du décalage cognitif, quoi. On va utiliser d'autres modes de logique. Finalement, c'est une logique par association d'idées. Hein. Aussi. Je comprends mieux du coup quand tu parles de télescopage. Et du coup, ça m'amène à dire que toi et moi, on accompagne quand même beaucoup de gens qui ont une particularité cognitive et relationnelle et de sensibilité aussi, donc des gens qui sont plutôt effervescents, qu'on appelle les hypersensibles, hypersensibles, doués, zèbres et tout ça. Atypique. Voilà. Et ça fait partie des profils qu'on accompagne beaucoup, toi et moi, et que dans ces cas-là, le télescopage est quand même très efficace. Oui, dans ce type de profil-là, il est même assez inévitable. Mais c'est pas eux qui ont le plus de mal en général. C'est pas les HPI ou les hypersensibles ou les profils plutôt créatifs ou très cerveau droit qui ont du mal à imaginer d'autres possibles. Non, ceux qui vont avoir du mal à imaginer d'autres possibles, ça va plutôt être des profils très, je sais pas moi, financiers, ingénieurs, très structurés, très cartésiens, très, voilà, quand j'ai un problème, je vais d'abord le décomposer en sous-problèmes, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive au boulon. Là, sur ces questions existentielles, ces méthodes analytiques-là, elles marchent pas en fait. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ils ont pas plus de problèmes que les autres. Ils ont moins de problèmes que les autres à être dans la créativité de nouveaux possibles. Parce qu'effectivement, il y a plein de nouveaux possibles qui émergent, mais il n'y a pas forcément moins de freins. Il n'y a pas forcément moins de peur. Tu vois ? Il n'y a pas moins de peur, mais il y a plus de possibilités à imaginer. Ok, je veux bien. Il y a peut-être même plus de peur. De toute façon, tout est amplifié en termes d'émotions, mais il y a plus de possibilités à imaginer, il me semble. Et ça peut partir plus loin aussi. Oui. Et là, dans ce cas-là, tu peux avoir un rôle aussi de contenant, parce que ça peut être, quand ça part loin, ça peut être assez insécurisant. Oui. Alors, on a fonctionné avec une bonne pensée digressive qui nous ressemble bien. On est arborescents tous les deux. Pour explorer d'ailleurs
avant ce podcast, on n'avait pas pris de notes, mais juste un petit mind map avec des mots, des bulles et des flèches. Est-ce qu'il y a finalement sur ces coachings existentiels des points que tu aurais souhaité aborder, dont on n'aurait pas encore parlé, parce que finalement on a parlé de à qui ça arrivait, comment ça se présentait, qu'est-ce que ça voulait dire, comment ça se met en mouvement, comment ça se met en mouvement, quelles sont les pistes qu'on peut aider à découvrir et comment on peut s'y prendre. Est-ce que finalement, moi j'ai l'impression que j'en ai de plus en plus des coachings existentiels, mais ça tient peut-être juste à la période, à mon âge ou à la période, je ne sais pas encore si ça m'appartient ou si ça appartient à cette période très très particulière 2020-2021 ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi ou... Alors moi je le constate aussi et pour moi c'est plutôt alors c'est très mélangé. Tu disais est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de la période. Pour moi c'est très mélangé. Je pense que la période fait que les gens se posent des questions sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce que nous, en tant qu'accompagnants, on met dans le champ. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte de notre personnalité, de nos propres réflexions, de la façon dont on est au monde, qui, du coup, vont faire que c'est nous qui vont choisir pour les accompagner. Parce que ça se perçoit bien, en fait, hein, dans notre style. Enfin, Tu veux dire que peut-être que j'attire les gens qui sont en questionnement existentiel maintenant et que je les attirais pas avant. Oui. Ok, ouais, c'est sans doute une partie de la vérité. Et toi, tu les attires aussi ? Ah, moi, je les attire beaucoup, oui. Mais ça fait partie des choses... C'est comme, je te disais tout à l'heure, quand j'étais coach et pas encore thérapeute, j'attirais beaucoup de gens qui venaient me parler de problèmes qui étaient thérapeutiques, et donc j'orientais vers des thérapeutes que je connaissais, jusqu'à ce que vienne vraiment le désir chez moi de pouvoir le prendre en charge. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que nous, accompagnants, on met dans le champ et qui ouvre la porte à l'autre de qu'est-ce qu'il peut venir déposer. Moi, je connais plein de coachs qui n'ont pas du tout cette couleur-là. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder avec eux, ou qui n'entendront pas, ou qui... Ou que les gens ne viendront pas dire. Ça va pas sortir, c'est tout. Ils se sentiront pas autorisés. Oui, ou pas en sécurité, ou pas... Ils diront que c'est pas l'endroit, et puis ça sortira pas. Il faut parler de choses sérieuses, professionnelles, opérationnelles. Voilà. De mon PNL, de mes KPI. Ouais. T'as pas un autre acronyme là ? On pourrait faire ça en règle de séance de coaching, c'est acronyme interdit. Acronyme interdit. Déjà, on perdrait moins de temps en sujet superficiel, je pense. On irait plus vite à l'essentiel. Oui, non mais effectivement, c'est toujours entre un coach et un coaché, ou entre un thérapeute et un patient, j'imagine c'est un peu la même chose. C'est toujours un choix réciproque, et souvent inconscient d'ailleurs. Ben oui. C'est pour ça que moi j'ai cessé de demander, notamment quand je ne suis pas choisi. C'est au début d'un coaching, là, la personne vient voir 2 coachs ou 3 coachs, puis à la fin elle me dit j'ai choisi quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Alors je suis super vexé évidemment et déprimé. Enfin moins maintenant, mais il y a 10 ans oui. Et puis avant je demandais mais pourquoi ? Genre qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, n'est-ce pas, de différent, de plus pertinent, n'est-ce pas ? Et puis en fait j'ai cessé de le faire. Bon, d'abord parce que souvent la personne elle va me dire quelque chose de très convenu, socialement correct, peut-être juste pour être poli, pour ne pas me blesser. Et puis aussi souvent parce que en creux, les personnes qui me choisissent, des fois je comprends pourquoi. Genre au bout de 5 séances, je me dis au bout de 5 séances, en fait je me rends compte que la personne a un problème que je connais très bien parce que j'ai exactement le même. Mais au départ, je ne le savais pas, je n'avais pas de moyen de savoir, et il ou elle n'avait pas non plus le moyen de savoir que j'avais ce problème-là. Donc c'est quelque chose qui s'est fait
inconsciemment, et en même temps, je suis totalement convaincu que c'est pour ça que cette personne m'a choisi plutôt que mon confrère ou ma consoeur, qui était certainement très compétent aussi, et voilà. Donc du coup, je demande plus, parce qu'en fait, pour de vrai, souvent, ça se passe, c'est soit intuitif, de l'ordre de je me sens bien avec cette personne et moins bien avec telle autre, ou inspiré avec cette personne et moins inspiré avec telle autre. Puis il y a une question ou de en cadre, sécurité, ou pas en sécurité, ou autorisé ou pas autorisé, ce que tu disais tout à l'heure, et que ça a tout à voir avec ça, et que c'est pas forcément conscient, et que même si c'est conscient, ce qui est à mon avis rare, en tout cas au départ, ça ne se dit pas. En tout cas, on est dans un monde où ça se dit rarement, sauf si ton client ou patient potentiel est lui-même coach ou thérapeute, et dans ce cas-là, il s'autorisera à te le dire, mais c'est quand même assez rare. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme dernier petit... Imaginons qu'une personne, là, en ce moment même, nous écoute et se dise « Ah bah, ces questions existentielles, je suis un peu dedans. » Ou je suis tombé complètement dedans avec le Covid, je me demande vraiment pourquoi j'ai cette vie-là et qu'est-ce que je pourrais vraiment mettre en œuvre de différent. Ça peut être quoi un premier pas, un premier geste? Alors évidemment, il y a une réponse évidente qui serait que cette personne t'appelle, ou prenne contact avec toi, mais à supposer qu'il ou elle n'y soit pas encore prête, comment on vit avec cette question? Comment on avance dessus au quotidien? Comment est-ce qu'on la refoule pas un petit peu là, sous le tapis? Parce que de toute façon, on n'a pas le temps de s'en occuper pour de vrai, parce que on a quand même un boulot, une famille, des obligations, n'est-ce pas? C'est sérieux, et donc ces états d'âme n'ont guère de place ici. tu voudrais dire quelqu'un qui voudrait commencer sa réflexion, par quoi il commencerait? Oui, c'est ça, et ne pas la refouler, alors pas au sens freudien du terme, mais la mettre à distance ou l'oublier jusqu'à ce qu'il soit trop tard, parce que ça peut être aussi un risque. C'est de ne pas de la voir, mais de rien en faire, de sentir un malaise ou un manque, mais finalement, comment est-ce que je peux commencer sans que ça soit compliqué, sans que ça me fasse trop peur, pour finalement aller vraiment à la rencontre de cette question, de ma liberté, de ce qui va donner du sens, plus de sens en tout cas, à ma vie ou au reste de ma vie. En fait, je pense à plein de choses quand tu dis ça. Ah, je t'en demande juste une. Là, je sens que je sais que c'est très compliqué, parce que là, c'est un peu brutal pour toi de demander juste une chose. Juste une seule chose, alors que là, je pense qu'il y en a 45 qui viennent de traverser ma tête, là. Deux à titre exceptionnel. Peut-être quelque chose qui ressemblerait à, tiens, là maintenant, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'en ferais? Ce serait quoi, en fait, ma baguette magique? Et puis, en même temps, de travailler sur, c'est quoi mes principes de réalité aujourd'hui? C'est-à-dire les choses qui sont incontournables. Et qui font que, ça c'est des choses qui ne vont pas bouger, en fait. Et du coup, d'être à la fois dans quelque chose qui peut être de la projection, qui peut nous amener dans le désir, dans l'élan, et en même temps, qui nous garde aussi un peu les pieds sur terre, c'est cette espèce de jeu, de balance entre les deux. Entre le principe de réalité et la baguette magique. Ouais. Faire vivre ce contraste-là. Très bien. Bon, bah Lauriane, il me reste à te remercier d'avoir accepté d'être mon cobaye numéro 1, d'être la première invitée c'était un grand plaisir. De ce nouveau podcast Décalage. Alors, je disais, dans la présentation du podcast, je dis que l'un de ses buts, l'une de ses raisons d'être, c'est que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Alors, il y a les hamsters et il y a les cobayes, donc on va rester là pour le vestiaire aujourd'hui. Et puis... où on était, je ne sais plus, mais... on se disait merci. On se disait merci, c'est bien de se dire merci. Merci voilà, Jean-Marc. Et d'avoir accepté cette prise des risques et ces bafouillements avec moi pour ce premier épisode de Décalage. Merci. C'était un grand plaisir de faire ça avec toi, Jean-Marc. Et puis, merci
de m'avoir sollicité pour le faire. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt!